RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Bernard Rougier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous venez de publier Les territoires conquis de l'islamisme aux éditions Presse Univers de France. Un livre écrit sous votre direction avec vos étudiants du Centre d'études arabes et orientales de la Sorbonne Nouvelle, où vous êtes professeur. Et ont participé aussi à cet ouvrage des universitaires. Alors ce livre est une analyse sociologique, ce n'est pas un parti pris. Ni vous, ni vos étudiants ne donnez votre avis. C'est un diagnostic, c'est de terrain. Et pour résumer, c'est une plongée dans les quartiers des grandes villes françaises qui, pour certains, sont tombés aux mains des religieux radicaux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander la définition, dans le fond, de mots qu'on prononce souvent et que l'on peut, pour certains, galvauder. La première, c'est la définition de l'islamisme. Qu'est-ce que l'islamisme que certains peuvent confondre, des esprits peut-être peu éclairés, avec l'islam? Alors on a bien pris soin de distinguer entre l'islam comme religion, l'islam comme culture et l'islam comme idéologie. Et ici nous traitons de l'islam comme idéologie. Et l'islamisme, c'est la volonté de faire prévaloir des règles religieuses dans l'ordre politique sur les règles de la République. De considérer que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République dans ce qu'on appelle l'ordre politique, le domaine d'activité politique. C'est soumettre l'espace social à des règles religieuses définies et interprétées par une minorité. Et je voudrais, juste comme ça, on sera au clair, pour vous, il y a 4 variantes de l'islamisme qui sont à l'œuvre, et quelles sont-elles? Alors oui, là, la typologie est un peu compliquée peut-être. Vous avez les Frères musulmans, qui est un mouvement politique qui a été constitué en Égypte et dont l'objectif est la prise de pouvoir. Donc ce mouvement a beaucoup changé, beaucoup évolué au cours des siècles. C'est un mouvement pacifique qui existe en France, qui est représenté et qui cherche, si vous voulez, à travers le travail associatif, l'entrée dans les conseils municipaux, à mettre en avant un agenda religieux sur le mode de la négociation en prétendant parler au nom de tous les musulmans. Vous avez le salafisme, ça c'est la volonté de revenir à l'islam des origines, l'islam du 7e siècle, l'islam des premiers musulmans, en prétendant qu'ils en connaissent en quelque sorte la vérité et qu'ils détiennent la propriété de l'origine. À l'intérieur de ceci, vous avez aussi un autre mouvement, le mouvement du Tabligh, qui est un mouvement de réislamisation d'origine indienne, créé en 1927 par Mohamed Elias, et qui cherche à maintenir ce qu'ils estiment être l'intégrité musulmane des communautés musulmanes à travers le monde, et spécialement dans les sociétés occidentales, par l'imitation littérale du prophète. Et enfin, vous avez le djihadisme, qui va, à travers toutes ces ruptures épistémologiques avec la société européenne, la société occidentale, tirer les conséquences de ces ruptures et passer à l'action terroriste, à l'action violente. Alors, il y a donc, Bernard Rougier, aujourd'hui, comme l'indique le titre de votre livre, des territoires conquis par les islamistes, qui donc, en quelque sorte, mettent les quartiers, des pâtés de maison, en coupe réglée. Quelle est l'ampleur du phénomène dont vous dites qu'il est solidement installé et appelé à durer? Alors, notre travail n'a pas été un travail exhaustif. On n'a pas travaillé sur l'ensemble du territoire. Mon équipe est petite, mais on a travaillé sur le mode de la biopsie, c'est-à-dire vraiment de travailler un tissu social en profondeur sur plusieurs années. Et on a pu voir comment dans certains quartiers, des prédicateurs, des entrepreneurs religieux, mais aussi des commerces, des salles de sport, entrer en quelque sorte en résonance pour tenter de mettre en avant une interprétation de l'islam et de l'imposer d'une certaine manière au reste de la population musulmane. Il faut comprendre que le défi pour eux, c'est le contrôle de la population musulmane. Or, nous savons que cette population, d'origine immigrée pour la plupart d'entre eux, français maintenant pour une part importante, est extrêmement diverse, extrêmement hétérogène. Et le projet des islamistes, c'est de réduire cette hétérogénéité, pas de diversité, et de la regrouper au fond derrière un référent religieux que eux seuls interprètent. Et ça se traduit par ce mélange de cognitif et d'affectif, de travail sur le corps, ce corps qu'il faut tenter de transformer, ce corps qu'il faut habiller, ce corps qu'il faut préparer
dans les salles de sport. Vous voyez, il y a tout un écosystème, en quelque sorte, qui va transformer la vie des quartiers. Alors cet écosystème, justement, ça va des commerces halal aux associations culturelles, parfois aux écoles où les enfants sont déscolarisés pour aller dans des écoles coraniques ou autres, aux librairies et, vous le dites, aux salles de sport. Donc les portes d'entrée sont extrêmement nombreuses. Oui, l'école, c'est un enjeu fondamental. Et on a pu observer à travers l'étude des leçons, l'étude des prédications, une tentative pour délégitimer en quelque sorte l'école de la République. La théorie du genre a été présentée exagérée pour en quelque sorte retirer à l'école sa fonction essentielle et pour en dire que c'est une machine idéologique pour indifférencier les hommes et les femmes et donc ça a trahi les valeurs de l'islam, vous voyez. Donc il y a eu tout un travail. C'est une forme de contre-société en fait. Oui, c'est une forme de contre-société et l'école c'est intéressant parce que c'est aussi un des lieux où la norme peut fonctionner, c'est aussi un des lieux où on peut convaincre les autres. C'est aussi le lieu où on peut remettre en cause des enseignements d'histoire. Donc l'école est un lieu extrêmement important et c'est évidemment le lieu de la présence de l'État et c'est la raison pour laquelle ce lieu a fait l'objet d'attaques idéologiques très nourries sur les 2 ou 3 dernières années. Et on a assisté au développement d'écoles confessionnelles hors contrat, à l'usage de pédagogie Montessori pour essayer en quelque sorte de retirer les enfants de l'école et de leur donner un enseignement différent à travers des pédagogies soi-disant alternatives, mais qui en réalité avaient un agenda idéologique tout à fait précis. Quels sont les ressorts de ce processus, de ce mécanisme? Sur quelles failles, finalement, les islamistes s'appuient-ils pour, en quelque sorte, convertir à l'islam radical? Alors, évidemment, toutes les pathologies urbaines sont utilisées au service de ce projet ou de cette stratégie. Il est évident que ce n'est pas un travail de sociologie des quartiers que nous avons fait, mais nous savons qu'il y a des très fortes vulnérabilités, un taux de chômage plus important qu'ailleurs, etc. Mais les entrepreneurs en question, eux, ne sont pas sans ressources. Ils sont tous reliés à des centres de pouvoir ou à des centres idéologiques ou à des foyers idéologiques au Moyen-Orient ou au Maghreb. Et donc, ils vont transformer en quelque sorte ces vulnérabilités en ressources, expliquant que s'ils sont rejetés, c'est parce qu'ils sont musulmans et que la société ou l'État reste fondamentalement hostile à l'islam et hostile aux musulmans. Vous voyez, il y a tout un travail qui va redéfinir la relation à la société française de manière négative pour en quelque sorte les resocialiser à d'autres valeurs, à d'autres notions et en quelque sorte donner une légitimation à la rupture. Oui. Vous dites, on apprend que la ville d'Argenteuil, tout près de Paris, en banlieue parisienne, est la ville la plus islamisée de France. Alors, à quoi vous le mesurez? Je ne sais pas si on peut dire que c'est la ville la plus islamisée, mais ça a été, avec Sartrouville, l'une des voies d'entrée du salafisme dans l'Île-de-France. Il y a, à une période assez récente, tout ceci est récent, environ 15-20 ans maximum, à travers des associations, une mosquée, l'invitation de prédicateurs saoudiens, la publication d'une revue, Al-Baïda, La Voix droite, la traduction de chers saoudiens avec une version en arabe, une version en française, par des étudiants et des étudiantes de très bon niveau d'arabe. Et tout à coup, une version différente de l'islam a circulé auprès des jeunes générations qui sont en conflit avec les parents ou qui sont en conflit avec la mère quand le père a disparu. Et les enfants disent très fréquemment, des jeunes adolescents, disent très fréquemment de leurs parents qu'ils ne sont pas des vrais musulmans, alors qu'ils sont tout aussi musulmans qu'eux. Mais à partir du moment où on détient la définition du véritable islam, entre guillemets, on est en mesure d'exclure de cette appartenance ceux qu'on juge être de mauvais musulmans. Et donc, il y a des conflits très durs à l'intérieur des générations entre les parents et les enfants. Phénomène récent de 15-20 ans qui a commencé à Argenteuil. Il y a une idée à laquelle vous voulez tordre le cou dès le début de votre livre, c'est la question des convertis. Vous dites, on a dit, et vous dites d'ailleurs, par souci de politiquement correct, c'est le terme que vous employez, que la proportion des convertis était très importante chez les djihadistes. Or, vous dites c'est faux. Je considère qu'elle est de 10-15% maximum. On ne peut pas l'évaluer. Elle existe, hein, mais elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas majoritaire. Oui. Et on l'a dit pour essayer de, là encore, en quelque sorte, exonérer les écosystèmes de leur part de responsabilité. Oui. Bien sûr, si nous avions un prédicateur d'Argenteuil ou d'ailleurs sur ce plateau, il dirait qu'il n'a jamais prôné le type d'islam que je définis. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est la librairie islamique
qui explique qu'il ne faut pas avoir d'amis juifs ou chrétiens, entretient déjà une rupture fondamentale dans le rapport à l'autre et justifiera ultérieurement et éventuellement un passage à l'acte. Cette volonté d'exonérer, vous la pointez chez ceux que vous appelez les spécialistes, certains en tout cas, de la radicalisation ou de la déradicalisation. Une partie, il y a eu un grand marché de la radicalisation à la déradicalisation. On utilise très peu le terme parce qu'il connote, j'allais dire, des changements individuels ou le jeune qui se radicalise devant Internet. Nous considérons, enfin de l'équipe de recherche et moi-même et d'autres, Gilles Kepel, Hugo Micheron qui a travaillé sur la question, qu'il faut du collectif, qu'il y a du religieux au sens de communauté, que ces changements s'opèrent quand on regarde Internet, on commente avec des amis, avec des gars du quartier, ce qu'on a vu. Vous voyez, donc l'effet de capture sur l'imaginaire, il est ensuite discuté dans le groupe. Quand on veut faire partie d'une messagerie cryptée, on est d'abord coopté dans la vie réelle, entre guillemets, avant de rentrer dans l'univers virtuel. Ces deux univers, on les a encore mal pensés, sont toujours en articulation l'un par rapport à l'autre. J'aimerais comprendre pourquoi cette hostilité face à la société française. On est quoi? Des mécréants, des impurs, premièrement, et deuxièmement, comment on casse cette machine à prédication? Alors, deux questions vraiment qui sont lourdes. La France, c'est le modèle des Lumières, donc c'est un modèle d'émancipation. Le salafisme, c'est la liberté. Le salafisme, dans son expression religieuse wahhabite, naît à peu près au même moment que l'idéologie des Lumières, au milieu du XVIIIe siècle. Et on peut dire que ce sont deux projets qui sont historiquement diamétralement opposés et qui cherchent à conquérir l'hégémonie l'un par rapport à l'autre. Vous avez aussi la notion de souveraineté qui va donner aussi la notion de laïcité, c'est-à-dire que les guerres de religion entre catholiques et protestants ont déchiré l'Europe et que les Européens ont inventé l'État moderne et ils ont inventé le concept de souveraineté qui met fin à la guerre civile, en considérant que dans l'ordre politique, c'est la loi qui doit prévaloir, dans l'ordre privé, la conscience individuelle et les croyances individuelles. Cette séparation est vécue par les islamistes comme un défi à relever et à détruire. Pour eux, l'islam est un fait social total et il doit s'imposer dans tous les domaines de l'existence. Donc cette notion de souveraineté de l'État, de loi politique supérieure à toute autre croyance dans l'ordre du politique qui donnera en 1905 la laïcité, sont des priorités à combattre. Oui. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le terrain, puisque c'est aussi comme ça que ce travail s'est fait. Comment vivent les populations dans ces quartiers, les populations qui refusent, les populations musulmanes qui refusent de se soumettre à ce diktat islamiste, et les populations non musulmanes? Je vais répondre en citant un sociologue américain qui avait écrit un livre qui s'appelait Voice, Exit and Loyalty. Ça s'appelait Protestation, départ ou loyauté. On a observé qu'il y avait peu de protestations, c'est-à-dire peu de gens qui allaient voir l'imam ou qui allaient protester contre cette version de l'islam en lui disant « cet islam, c'est le tien, ça n'est pas le mien, et tu n'as pas à me retirer cette qualité, ou ma version, ou mon appartenance à l'islam. » Ça, on ne l'a pas observé. Personne n'ose prendre la parole de peur de trahir le groupe ou de trahir la communauté, entre guillemets. La loyauté, on l'observe. Et des dissidences, des refus, il y en a de très nombreux quand on discute avec les gens au café ou surtout dans les domiciles privés. Et les jeunes filles en particulier, qui ne veulent pas supporter cette pression sur le vêtement, sur leurs relations, quittent les quartiers. C'est quelque chose qui a été quantitativement étudié par Jérôme Fourquet, et c'est un mode de protestation. À travers les listes électorales? Oui, notamment. À travers les listes électorales. Il a repéré qu'il y a des listes électorales où les jeunes filles sont plus nombreuses, et qu'il y a eu des changements sur les dernières années, sur les 10 dernières années, ce qui indique qu'elles quittent des quartiers où la pression religieuse est forte pour des quartiers où la pression religieuse est moindre, pour retrouver de la liberté. Et si je me permets une dernière notion théorique, vous savez que vous aviez Durkheim qui disait toujours « il faut des associations, il faut des familles, il faut des communautés » pour éviter la tyrannie de l'État sur l'individu, mais il faut aussi l'État et la citoyenneté pour éviter la tyrannie des associations sur les individus. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que votre diagnostic, dans le fond, fournisse des armes à l'extrême droite et on se sert de vos études pour... politiquement? Oui, alors d'après moi, ce livre est irrécupérable, au sens où on l'a conçu pour qu'il ne soit pas récupéré. D'abord, c'est une étude universitaire. Ensuite, on ne vise pas à la généralisation, même si on dit que les cas sont sans doute reproductibles dans d'autres contextes, selon le degré de développement de ces écosystèmes ou de ces milieux de socialisation. Mais il nous semble qu'il y a une majorité silencieuse qui subit ces acteurs,
qui exprime une demande d'État. On l'a aussi rencontré. Les étudiants qui ont fait ce travail sont eux-mêmes issus des quartiers. Ils sont aussi musulmans, même si cette dimension-là ne m'intéresse pas quand je travaille avec eux. Et donc, leur démarche, c'est bien l'expression à travers l'université de leur universalité de citoyens. Et cette expression-là, elle est certainement majoritaire. Et donc, il ne faudrait pas confondre des réseaux, certes puissants, certes bien, encastrés dans la société, mais qui sont résistibles si on développe d'autres formes de sociabilité. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, quand il y a un club de danse, un club de musique, une création collective, des sociabilités alternatives, l'islamisme est moins influent. Oui. En 2002, il y a donc 18 ans, le livre « Les territoires perdus de la République », auquel d'ailleurs le vôtre fait écho, absolument. Qui avait été rédigé par un collectif de professeurs qui racontait la montée de l'antisémitisme, du sexisme, de l'islamisme. Ce livre avait été l'objet d'un blackout médiatique quasi total. Oui. Est-ce que l'accueil qui est donné à votre livre vous donne à penser que les choses ont évolué? Les choses ont évolué parce qu'entre-temps, il y a eu le terrorisme. Les choses ont évolué parce qu'il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu Mohamed Merah. Et qu'on s'est aperçu, en tous les cas, que les sciences sociales avaient quelque chose à dire, qu'on n'avait pas affaire à des loups solitaires, mais à des loups solidaires, qu'ils étaient le produit d'un milieu et que ce milieu agissait pour détruire le lien de citoyenneté. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire que, d'une certaine manière, la gauche donne son aval pour que le sujet ne soit plus aussi tabou, en quelque sorte? Peut-être qu'il a fallu ça pour que le sujet ne soit pas tabou. Mais par ailleurs, à gauche, il y a aussi un milieu qu'on appelle, nous, islamo-gauchisme, qui considère qu'il faut excuser les dominés. Or, ce qu'ils ne comprennent pas est donc que le dominé a toujours raison ou est toujours innocent, qu'il est toujours victime des structures oppressives de l'État, de l'économie, du marché, etc. Nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que dans des univers défavorisés, il y a, au sein des dominés, de nouveaux dominants qui exercent des formes de violence symboliques et parfois physiques vis-à-vis des autres musulmans, et de façon accessoire de la société française, accessoire et souvent dramatique. Mais voyez que le fait d'être dominé n'empêche pas l'exercice d'une domination à l'échelle locale. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission, il reste 30 secondes, donc on n'a pas le temps de se lancer dans une nouvelle question. Merci Bernard. Non, on ne va pas vous poser une question, vous allez répondre oui ou non, donc on va éviter. On va rappeler le titre de votre livre, donc Les territoires conquis de l'islamisme, donc aux presses universitaires de France. Merci Bernard Rougier, merci à vous et à Agnès Lecossec et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission, et merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve très vite sur France 24 et à la semaine Frédéric prochaine. sur RFI. Oui, le matin. Le matin. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.